Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va essayer d'abord de s'intéresser dans un premier temps à l'intelligence artificielle et ses domaines d'application. C'est vrai que maintenant c'est un peu à la mode, c'est récurrent dans tous les domaines. On vous sort cette. On va l'utiliser à bon escient. Le professeur Salim Bouguermouh viendra nous en parler en compagnie de Raja Ferghani, puisqu'ils sont en train d'animer des journées scientifiques au CRAT, au Centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine, justement sur l'intelligence artificielle et ses applications. Dans la deuxième partie, nous allons parler de football. Bah oui, ça arrive rarement, mais on arrive quand même à parler football avec le jubilé de deux grandes figures du football constantinois. D'abord, Rachid Rahin, le fameux milieu de terrain du Mouloudia de Constantine des années 70, et ensuite Samir Benkenida qui a pris le relais vers les années 80-90. Le jubilé est prévu le 8 mai, c'est-à-dire jour de la mémoire. On parlera aussi, donc le 8 mai, puisque c'est dans quelques jours, pardon, on parlera du 8 mai et Mohamed Sadek, qui est journaliste à Mila, viendra justement nous parler d'un petit patelin parce qu'on parle du 8 mai à Guelma, à Kharrata, à Sétif, mais on ne parle pas des autres régions. Et il va nous raconter l'histoire de son livre qu'il a écrit sur les 119 victimes à Ferjiwa, dans la wilaya de Mila. Voilà le programme, comme on a pris l'habitude. On va se balader sur Constantine avec la belle voix du maestro Ferghani Rabbi Yarhamou qui nous chante le bourri à sa manière. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت. Voilà, j'espère que la balade vous a plu, surtout qu'on est en plein printemps, il fait très beau. C'est le moment idéal de faire une petite balade, bien sûr la balade matinale, pour souffler et prendre de l'air dans les poumons. Mais ce n'est pas le sujet de l'heure de cette première partie d'émission, puisque nous allons nous parler, nous intéresser à l'intelligence artificielle et ses domaines d'application. Et comme les domaines d'application sont très multiples, on va essayer de cerner un peu ce qu'il y a autour de cette intelligence artificielle. On va commencer, on va être galant, on va commencer par les dames. Merci. Voilà, Raja Ferghani, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du comité d'organisation de ces journées sur l'intelligence artificielle au Centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine. Oui. Marhaba bik. Allah yaslimek. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité d'être parmi vous, comme à chaque fois. On a la bienvenue chez vous. Merci. Non, bienvenue chez vous, parce que on oublie que c'est un espace, c'est un service public, et vous faites partie des gens qu'on aime recevoir justement pour parler des sujets. Merci. Et là, vous nous ramenez quelqu'un de très intéressant, Oui. une personne que l'on aimerait avoir tout le temps chez nous, mais bon, professeur Salim Bouguermouh, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup. Merci d'être là aussi. Parce que Merci de me recevoir. Oui, c'est très gentil. Alors, on va juste donner la parole à Madame Raja Ferghani pour nous parler d'abord de cet événement qui est quand même très intéressant. Alors, l'événement, c'est un workshop sur 3 jours sur l'IA, l'usage de l'IA. Donc, il est intitulé Artificial Intelligence Catalyst Workshop. Donc, son objectif, c'est un petit peu de parler des horizons de l'usage de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, son innovation. Et donc, on avait l'opportunité d'avoir Dr Salim Bouguermouh parmi nous, qui est un scientifique algérien avec une expertise confirmée à l'échelle internationale dans l'usage de l'IA dans le domaine de la recherche scientifique, notamment dans le domaine de la biotechnologie, la prédiction, la cartographie pandémique, etc. On a reçu aussi Dr Snoussi, qui est aussi un scientifique algérien de la diaspora, qui travaille sur l'usage de l'IA dans les énergies renouvelables, dans les systèmes automatiques, les voitures intelligentes, etc. Et donc, pourquoi cet événement? En fait, aujourd'hui, on voit que l'IA, son usage, il est en train de toucher à tous les domaines. Ça, c'est devenu vraiment en vogue. C'est très à la mode, il faut le dire.
Oui, mais en même temps, ça a quand même prouvé son utilité dans les domaines. Ça a commencé par l'industrie, mais après on a passé vers l'énergie, vers la santé, la mobilité, etc. Et donc nous, en tant que centre de recherche national qui s'intéresse à l'aménagement du territoire, on essaie un petit peu de ramener les spécialistes autour d'une table pour faire un échange qui nous permettra vraiment de comprendre les challenges auxquels on fait face. Le workshop, il est là par rapport à notre intérêt à assurer une certaine excellence et innovation dans le domaine de la recherche scientifique. Et donc, à partir de cela, on avait cette curiosité de venir travailler sur la recherche scientifique et l'apport de l'IA à la recherche scientifique. Alors, l'apport de l'intelligence artificielle est indéniable, il faut le reconnaître, c'est quelque chose qui nous effraie à la limite. Et le professeur Bouguermouh, sincèrement, c'est comme toute chose qui est nouvelle, on a peur de l'approcher, mais il faut l'utiliser. Donc l'intelligence artificielle, d'abord, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, il faut d'abord, à mon avis... définir c'est quoi d'abord, hein? Oui, c'est des systèmes informatiques ou en computing qui permet de résoudre des problématiques en utilisant des équations mathématiques, donc, qui dépendent énormément du domaine d'expertise qui utilise l'IA. L'IA est un outil en fait, donc un outil à la disposition de chaque domaine d'expertise, si on est un ingénieur, si on est un médecin, si on est un financier, si on est un géologue. Donc il y a d'abord le spécialiste dans son domaine qui connaît les problématiques, qui connaît les problèmes et qui peut utiliser l'IA pour ses solutions à lui. Alors l'IA, c'est un outil, comme un tout outil, on peut l'utiliser sciemment et à bon escient, ou on peut l'utiliser à mauvais escient. Ce qui a peut-être éventuellement effrayé le large public, c'est le rayon d'action ou le potentiel de ces outils aujourd'hui, qui n'est pas un simple outil. Un large éventail, c'est extraordinaire comment on peut l'utiliser partout. Oui, un très large éventail, très grandes implications. Par exemple, en santé, si vous développez un algorithme qui vous aide à faire un diagnostic, si l'algorithme n'est pas bien fait, si on parle de biais, c'est-à-dire, par exemple, va donner un diagnostic, une aide au diagnostic erroné, puisque la décision appartient en dernier recours au corps médical, mais s'il est déployé sur plusieurs CHU, plusieurs hôpitaux utilisés par plusieurs spécialistes ou plusieurs domaines privés ou étatiques ou publics. Peu importe. L'essentiel, c'est... Vous voyez une large implication. Donc s'il y a éventuellement dans cet algorithme un souci d'exactitude ou autre, ça peut impacter sur une année des centaines, voire des milliers de personnes. Vous savez, simplement, on va se demander, nous, enfin, en tant que simple citoyen, oui. Comment les mathématiques, parce qu'on parle d'algorithmes, c'est des calculs, peuvent-ils aider la science qui n'est pas exacte, comme la médecine, par exemple, hein, on cite seulement ce domaine. Oui, alors c'est un des défis de traduire une problématique de santé, de diagnostic, de traitement, en solutions mathématiques ou algorithmiques. C'est le défi. C'est pour ça que tous ces outils ne sont déployés et utilisés que dans un cadre collaboratif. Donc il y a des mathématiciens, des ingénieurs, des personnes qui ont un doctorat en intelligence artificielle ou des informaticiens qui ont une expertise dans tel ou tel type d'algorithme, qui connaissent les limites, qui connaissent les mathématiques, mais qui partagent leurs connaissances et avec le domaine, les experts dans le domaine de la santé, par exemple. Et là, ils trouvent un moyen d'utiliser ces algorithmes. C'est pour ça que le médecin n'a pas une connaissance extrêmement pointue des mathématiques, des équations différentielles, des matrices, et même, je dirais, les ingénieurs en informatique et autres n'ont
pas nécessairement besoin de connaître le détail des équations mathématiques derrière certains algorithmes, parce que ces algorithmes sont développés, et après on connaît leurs limites dans un usage particulier ou un autre. Donc il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'algorithmes différents, et on peut en créer suivant la tâche qu'on veut faire. Et on n'est pas nécessairement besoin d'être un doctorant en mathématiques pour les utiliser. Il suffit de connaître les... vous savez, on va prendre de façon imagée, on conduit des voitures, on n'est pas nécessairement versé dans on n'est pas ingénieur en mécanique. Comment le moteur exactement fonctionne. On connaît les limites, on sait que la voiture va aller à une telle vitesse, on sait qu'on peut freiner, on sait que telle on panne... utilise, mais sans savoir... Vous savez, finalement, il y a beaucoup de gens qui conduisent très bien, mais qui ne savent pas ce qu'il y a sous le capot. Et comment ça marche. Bon. C'est pour schématiser, c'est pour simplifier un peu, parce que quand on parle d'algorithmes, de mathématiques, et on va vers la médecine, ça paraît un peu bizarre. Mais là, je vais vous proposer juste quelques images que nous avons prises hier au centre, avec bien sûr quelques interviews. Vous-même, vous êtes interviewé dans ce reportage que nous avons réalisé hier en compagnie de Chekiri Eymen. On s'est rendu au centre de recherche en aménagement du territoire. Voilà un peu l'ambiance qui prévalait à l'ouverture de ces journées. La tendance internationale va vers le développement de l'IA et l'usage de l'IA dans plusieurs domaines, l'industrie, la santé, la mobilité, etc. Et donc, je pense que c'est un grand challenge pour nous aujourd'hui. Et donc, l'IA, c'est une nouvelle technologie qui est ouverte à tous. Donc, pourquoi pas aller vers la vulgarisation de l'usage de cet outil technologique dans la recherche scientifique qui, à la base, elle est là pour offrir des solutions qui permettent de contribuer au développement économique du pays. L'objectif en fait de ces 3 journées, justement, de faire une introduction sur l'intelligence artificielle. Quand on parle en fait d'introduction, on parle pour voir un petit peu l'intelligence artificielle et les besoins, et surtout en fait, elle est utilisée dans quel domaine? Et dans tous les domaines, en fait, là où l'intelligence artificielle devient de plus en plus intéressante, elle devient de plus, en plus, c'est pas vital, mais importante. Très importante même. Et du coup, nous, on est là justement pour essayer de développer beaucoup plus par rapport à moi, en fait, beaucoup plus sur la partie technique, l'utilisation, introduction, les outils, les plateformes, mais aussi voir comment on peut adapter cette technologie au thème de recherche ici au CRAT. On appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on peut poser un diagnostic, exemple le cancer, un diagnostic. Le même diagnostic pour 2 personnes, le traitement n'est pas le même, ce qu'on appelle le traitement ciblé, parce qu'on se base essentiellement sur ce qu'on appelle tout ce qui est biologique et tout ce qui est génomique. Donc on va au détail de la personne. Donc c'est pour cette raison que cette IA, ces applications d'IA peuvent donner beaucoup de choses, surtout en matière de prévention et en matière de prédiction. Vous savez bien que l'IA, elle demande beaucoup de données, ce qu'on appelle les big data, parce que l'intelligence, c'est vrai, elle est artificielle parce qu'elle se base sur des algorithmes qui traitent une masse de données. Je donne un exemple pour prédire un cancer en matière de radiologie. Donc on a cancer du sein par exemple, on a beaucoup de clichés, ça va y aller jusqu'à des millions pour ne pas dire des milliards, et que cette intelligence peut travailler et peut détecter prématurément un diagnostic. C'est vrai, on en parle beaucoup depuis le Large Language Model qui sont apparus publiquement en 2022 à peu près. Donc ça a démocratisé, c'est une excellente chose que les gens, la population, en Algérie aussi, en Algérie on utilise des outils d'LLM qui sont publics, mais aussi que les scientifiques, les médecins s'intéressent à la possibilité d'utiliser ces outils. Pour moi, c'est des outils comme on utilise un scanner pour faire des images pour le diagnostic, comme on utilise les analyses de laboratoire pour faire des diagnostics. On peut utiliser l'IA et des algorithmes, je vais parler plus d'algorithmes,
Leur intérêt, c'est qu'elle permet d'interroger énormément de data, ce qu'un humain ne peut pas forcément. On peut pas. Imaginez que vous puissiez voir 1 milliard de télévision en même temps, les programmes d'1 milliard. C'est humainement impossible. Un algorithme peut le faire, peut détecter des patterns, ce qu'on dit, des tendances, des associations entre différents événements, différents styles de vie et des maladies, différents traits génétiques et des maladies. Donc, peut détecter des prédispositions, peut aider au monitoring, au suivi des patients qui ont des maladies chroniques. L'IA peut avoir des biais. Donc l'IA utilise des datas antérieures. Si on ne sélectionne pas bien ce type de data, si on ne peut préconiser un traitement ou une conduite thérapeutique qui n'est pas appropriée. Donc il peut y avoir la vie du patient qui peut être mise en danger. Donc ça, ce sont des biais de recrutement. Il faut qu'elles soient entraînées sur des datas, par exemple pour l'Algérie, sur tout le territoire national, ou aussi une telle pathologie qu'elle regroupe le plus de cas possibles, ou une diversité. Je veux dire, il y a différents types de biais, mais il y a des moyens de les corriger, de les prévenir. C'est pour ça que j'insiste aussi sur, le développement de l'IA n'est pas une boîte magique, c'est une collaboration. Ce sont des équipes qui collaborent, des spécialistes en algorithmes, en mathématiques, en informatique, des domaines experts comme les médecins ou le corps médical ou les spécialistes, tout dépend où elle est déployée, et aussi le patient ou le sujet pour qui il doit comprendre son utilisation, doit comprendre son utilité, doit comprendre ses dangers. Comme vous expliquez à un patient qui va faire une chirurgie, vous lui expliquez qu'il y a un risque que la chirurgie ne se passe pas bien, mais le bénéfice est plus grand. Donc, mais le patient doit faire un choix éclairé. Il connaît les avantages, les inconvénients et décide. L'IA, maintenant, elle joue un rôle axial et primordial dans notre vie et dans le futur de la vie de l'être humain maintenant, et de l'humanité. Et on remarque c'est un point d'inflexion dans le développement et aussi dans la dangerosité et dans ce qui est dans tous les aspects de la vie et des pays. Et c'est pourquoi qu'il faut qu'il y ait plusieurs séminaires, plusieurs études sur ces aspects et ces aspects. Voilà, il y a plusieurs dangers, bien sûr. Ça a été classifié par plusieurs instituts et parmi eux, c'est aussi, on peut pas, si on ne sait pas ce qu'elle fait, on n'est pas immunis contre ces dangers. Ont disparu. Mais alors, là, c'est un peu quelques propos des gens, des participants. Vous-même, vous avez dit, c'est bien, on a étayé un peu, on a parlé de cette intelligence artificielle et de ces domaines d'application, mais comme vous supervisez un workshop, un atelier thématique, quelle est la thématique que vous allez développer dans votre atelier ? Alors dans mon atelier, donc, les participants viennent de diverses origines, particulièrement des centres de recherche ici à Constantine, CRBT et d'autres qui sont connus en Constantine et en Algérie. Et alors l'idée initiale, c'était de faire une introduction, de parler des différents algorithmes, différents types de leurs applications en santé, des biais, de la régulation, mais aussi c'est aussi l'occasion pour des participants qui viennent d'organisations différentes, qui forcément ne se rencontrent pas souvent, d'essayer de créer peut-être entre eux des synergies, de voir que finalement
il y a des compétences dans un centre de recherche C'est un peu caché, peut-être. Oui, un peu peut-être méconnu, qui a seulement quelques kilomètres à côté, et donc ces synergies, et je pense que c'était aussi dans l'esprit du CRAT, de créer cet espace et cette opportunité pour que les scientifiques, les chercheurs et porteurs de projets se rencontrent, voient qu'il y a des complémentarités, qui peuvent s'entraider sur des bioinformaticiens ou des informaticiens qui peuvent aider d'autres personnes qui travaillent sur des problématiques en biologie ou en traitement, ou des épidémiologistes au CHU de Constantine qui voudraient modéliser ou prévenir ou des maladies. C'est vrai que le service épidémio travaille un peu avec les mathématiques, les chiffres, parce que on l'a constaté durant le corona. Oui. Corona, il y avait beaucoup de données, il fallait les transmettre, je sais pas, mais il travaille avec beaucoup de calculs et des matrices. Et là, c'est là où on sent l'utilité et la bonne utilisation de cette intelligence artificielle au service de la médecine, notamment dans le cadre préventif. Tout à fait. Oui. Voilà. Ça, c'est l'un des domaines. Les autres ateliers, Raja Ferghani? Alors, les autres ateliers sont axés sur introduire d'abord les outils qu'on puisse utiliser en tant que chercheur, tels que les outils de programmation comme le Python, d'autres outils d'analyse, de simulation, etc. C'est un petit peu technique, mais ça aide beaucoup parce qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle, il ne faut pas s'effrayer. On ne va pas faire de la pure programmation, comme disait Dr Bouguelmour tout à l'heure. Mais en fait, il faut juste savoir comment décrire sa problématique à cet outil intelligent, et après, il va nous aider à arriver au résultat, à faire des diagnostics, à faire des analyses, des statistiques, etc. Et parfois même l'interprétation. Voilà. Par exemple, dans votre domaine, l'aménagement du territoire. Tout à fait. C'est quelle utilisation pratique? Comme par exemple, le docteur tout à l'heure était en train d'expliquer qu'il travaille avec des gens du domaine biotechnologique ou médical, etc. Par exemple, nous, comment on interagit avec ces chercheurs? On produit de la cartographie. Donc automatiquement, il y en a de la cartographie épidémiologique, il y a cartographie de santé. En fait, il y a tout un projet qui est la carte de santé en Algérie. Donc, eux, ils vont produire la donnée statistique peut-être, etc. Et nous, on va en fait convertir cette donnée à une cartographie qui permette de contribuer à l'aménagement du secteur à travers tout le territoire. Donc c'est ça, ce genre de synergie qu'on va créer. C'est cet échange qui était recherché et qui est là. Oui. Alors, nous en sommes à la deuxième journée. Je sais que vous allez encore animer des conférences, workshops, ateliers, mais moi, personnellement, je voudrais quelques questions surtout sur cette intelligence artificielle et son éventail d'utilisation. Bon, on l'a dit, il est extrêmement large, mais est-ce que, puisque ça se perd un peu, c'est beaucoup, est-ce qu'on va s'y perdre un peu et peut-être ne pas savoir l'utiliser à bon escient? Alors, moi, personnellement... On peut ne pas être d'accord, hein, oui. Non, c'est tout à fait... Il faut toujours être conscient du risque et de la malutilisation intentionnée ou non intentionnelle d'un outil. Il faut toujours être conscient de ça, et c'est pour ça qu'un travail collaboratif permet d'échanges critiques, d'analyse critique, quand on est seul sur un projet, on peut se perdre, on peut faire des erreurs sans en avoir conscience. C'est pour ça qu'il y a l'aspect collaboratif avec des experts dans le domaine où on veut déployer cette IA, mais il y a aussi la régulation. Il y a des instances régulatrices, comme un État, si vous déployez une IA en santé, vous aurez le ministère de la Santé qui devrait... réguler ça ou avoir un droit de regard, donner une autorisation de déploiement dans un CHU ou pas. Il y aura des commissions. Alors, comme tout ça est un peu nouveau, donc il y a tous ces mécanismes de régulation qui sont à mettre en place ou qui existent déjà, ou dont je n'ai pas tout à fait connaissance, mais il y a tout
à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie ou le déploiement d'une nouvelle technologie dans la société a un large spectre, une large diffusion, donc ça va souvent vite, le développement va vite et la régulation souvent arrive par la suite pour réguler ça, pour mettre des garde-fous. Et là, c'est les autorités compétentes qui le font ça, ou même des organismes internationaux. L'OMS, par exemple, édite donc, ils ont des experts qui se réunissent, réfléchissent de différents pays et de différents domaines et rédigent des guidelines pour dire voilà comment il faut procéder pour développer un outil, pour quel usage. Puis il y a des outils qui ont aussi un coût économique, qui ne sont pas nécessaires, dont on n'a pas besoin nécessairement, dont le développement coûtera plus cher que d'autres solutions. Donc l'IA n'est pas un outil magique pour tout, n'est pas un outil infaillible. C'est pas la perfection. C'est pas la perfection. Même si c'est une machine. C'est une machine qui est à la disposition de l'être humain, de l'expertise humaine. Et donc, avec son développement, le déploiement de nouvelles... L'IA est apparue, c'est à une large diffusion. Vous savez, en Algérie, en 2019, déjà, il y avait un séminaire qui était organisé à Alger sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, 5 ans après, ce qu'on peut dire qu'en Algérie, on a avancé, parce qu'il y a maintenant, c'est un thème d'étude spécialisé, des études supérieures en intelligence artificielle. Je crois que nous sommes le premier pays africain à avoir instauré. C'est déjà un bond pour l'Algérie. Oui, non, il y a eu c'est excellent. Il y a une prise de conscience à tous les niveaux. Vous mentionnez la nouvelle école qui est nouvelle, mettant de plus de 5 ans, je crois, dont la première promotion devrait sortir peut-être cette année ou l'année prochaine. Oui. C'est un acquis, c'est certain. Mais déjà, les instituts ou les écoles supérieures d'informatique en Algérie enseignaient déjà. Ça fait partie de l'enseignement. L'IA est rentrée dans le domaine public à travers les large language models, sans citer le nom des compagnies qui les ont développés. C'est là que c'est rentré dans le domaine que tout le monde avait réalisé qu'on avait ces outils. Mais les spécialistes en informatique et autres les utilisent depuis des dizaines d'années, en aviation, en ingénierie, en finance. Pour eux, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est la capacité de calcul. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Oui. Ouais. Ce qu'on a un smartphone dans notre poche, c'était l'équivalent d'un immeuble d'ordinateur il n'y a pas très longtemps. Ouais, une trentaine d'années, c'était un immeuble. Voilà, pratiquement. Et maintenant, avec un smartphone, il peut faire... C'est vrai que c'est un outil très intelligent. Oui. Et comment l'utiliser ? L'enseignement de l'intelligence artificielle qui devrait se généraliser, on en parlait tout à l'heure, c'est ça ? Oui. En fait, on s'est rendu compte en Algérie très vite du potentiel de l'IA dans plusieurs domaines, mais surtout dans la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Et il faut mentionner que l'Algérie, elle est parmi quelques pays africains qui ont déjà mis en route une stratégie nationale de l'IA, avec par exemple l'Égypte, le Nigeria et le Côte d'Ivoire, on est des pionniers. Voilà. Il faut mentionner aussi d'autres challenges auxquels on fait face. Tout d'abord, la donnée. Et donc, d'où il y a la stratégie aussi nationale de numérisation qui est en train d'être mise en réalité. Et surtout, entre 2025 et 2027, on va avoir beaucoup de textes réglementaires, comme disait Dr Bougalmour, qui vont vraiment être là pour régulariser le domaine. Le challenge aussi, c'est la formation. On doit vraiment former nos étudiants, nos chercheurs à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc à partir de l'année prochaine, il y aura le module intelligence artificielle enseigné dans tous les spécialités universitaires à travers le pays. Donc vraiment, on se rend compte de l'impérativité de maîtriser cet outil parce qu'il pourra vraiment contribuer à aider au développement de la recherche scientifique et automatiquement donc apporter des solutions, contribuer au développement économique du pays, parce que c'est pas juste la recherche scientifique, c'est tous les domaines en relation avec. Voilà. Oui. Donc on déploie ça au niveau des universités, donc on aura des ingénieurs plus compétents qui vont travailler dans plusieurs domaines, donc industrie, mobilité, santé, etc. Et donc ici, on arrive à se rattraper
sur ça, on va rattraper pas mal d'années de retard par rapport à d'autres pays pionniers dans le domaine. Professeur, sincèrement, comment vous voyez l'avenir en Algérie de l'intelligence artificielle? Parce qu'on voit que les mécanismes sont là, parce qu'on a besoin quand même d'un regard de quelqu'un de chez nous, mais qui est à l'étranger. Quel regard vous avez? Surtout que vous n'êtes pas tout le temps ici en Algérie. Donc, quand vous venez, là, peut-être dans le CRAT, quel sentiment, quel bilan, quelle évaluation vous faites? Alors, si très modestement, parce que j'observe les choses, il y a un engouement, il y a un intérêt à tous les niveaux, du citoyen aux plus hautes sphères de l'État, il y a une prise de conscience que l'intelligence artificielle peut nous permettre de gagner du temps, de sauter des étapes dans notre développement, et nous avons les ressources nécessaires. Nous avons les ressources humaines. C'est surtout ça. Oui, on mentionnait l'être humain, c'est l'essentiel. On mentionnait les différentes écoles supérieures d'informatique, les différentes même écoles de mathématiques, d'écoles d'intelligence artificielle, tous les scientifiques algériens qui ont été formés depuis l'indépendance en informatique et autres. Mais c'est aussi quelque chose que tous les citoyens et citoyennes algériennes doivent prendre en main. C'est-à-dire, c'est à nous, société civile aussi, à nous organiser, d'adhérer, d'utiliser. Et puis, bon, je vais parler plus spécifiquement du corps médical, le corps aussi enseignant et autres, tout le corps de la santé en Algérie. C'est un appel de prendre à bras le corps ces outils, de les utiliser, de créer de la data pour pouvoir, des données pour pouvoir les utiliser, d'accélérer la numérisation du dossier médical, de collaborer entre secteur privé et secteur public. Il y a énormément de données qui sont dans le secteur privé aussi. Oui, c'est vrai. La plupart des médecins sont des cabinards, hein, donc oui, même s'il y a un service public. Par exemple, on parlait de la radiologie. On mentionnait la radiologie a été un des premiers à bénéficier des outils d'IA parce que les algorithmes en imagerie étaient développés. C'est là que, par exemple, les premiers logiciels qui ont été approuvés à l'étranger et tout étaient surtout et jusqu'à présent dans l'imagerie. Et quand on achète un scanner, une IRM, il y a une IA embarquée qui vient avec pour aider au diagnostic, mais qui est entraînée par exemple avec des datas qui ne sont pas algériennes, elles viennent de compagnies étrangères. Alors il y a moyen aussi d'entraîner des IA en Algérie sur des datas algériennes. Et ça c'est important d'augmenter. Donc il y a un réel appel pour de voir le bénéfice qu'on peut avoir pour le bénéfice du citoyen. C'est vrai que ça aide énormément dans la manière de prendre en charge certaines pathologies, même voire le cancer, qui peut être détecté à l'avance. Comme le disait notre ami professeur Bossoff, c'est que ça peut aider à une prise en charge de certaines maladies rapidement, peut-être même détectées grâce à ces algorithmes. Donc on peut le faire avec des données bien spécifiques à l'Algérie. Oui, et puis on n'est pas obligé aussi d'investir énormément pour avoir un impact sur la santé important. On parlait ça ne demande pas beaucoup Par exemple, on peut créer un large language model qui peut servir pour la prévention au niveau national. Vous avez une application sur un smartphone qui vous rappelle de vous faire vacciner, qui vous rappelle si vous avez un certain type de symptômes d'aller consulter parce que ça peut être un risque d'un problème cardiaque. Si vous avez un enfant en bas âge, si il y a une tempête de sable qui arrive et que vous êtes asthmatique, vous pouvez recevoir une alerte en disant dans les prochaines 48 heures il y aura une tempête de sable, essayez de rester à la maison, sinon vous risquez de faire une crise d'asthme, des choses comme ça. Je veux dire, il peut y avoir, et c'est des impacts sur la santé qui sont importants.
très important. Ça Positif. peut paraître banal, ça peut être quelque chose, une petite alerte, mais c'est en termes médicaux et surtout en termes de prise en charge, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis vous pouvez avoir des systèmes experts, qu'on appelle des systèmes experts d'aide au diagnostic. Vous êtes jeune médecin formé, et puis vous êtes déployé dans une région un peu éloignée d'Algérie, où vous ne connaissez pas exactement les pathologies qu'il y a là, où vous êtes on va dire simplement, je déménage, par exemple, je vais m'installer à Béchar. Oui. Il y a un environnement spécial, et avec l'intelligence artificielle et les algorithmes, je peux savoir que, par exemple, il y a un plus grand facteur de risque de telle maladie plutôt que d'autres. Par exemple, de prise en charge ou un algorithme, comment prendre en charge devant telle ou telle situation. Et surtout, faire face C'est-à-dire l'algorithme va concentrer une expertise humaine, une expérience de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, la mettre à la disposition de quelqu'un qui est jeune, novice. C'est une aide, et c'est une aide qu'il a en permanence, qui peut interroger à 2h du matin, 3h du matin. Qui ne dort pas, une aide qui ne dort pas. Et ça, c'est un avantage énorme. Ouais, je crois que c'est très intéressant, mais bon, je sais que vous avez un atelier à animer et je sais que je dois vous libérer. Donc, comment peut-on conclure les deux? Alors, on va commencer par Madame. Alors, tout d'abord, à travers cet événement, on cherche vraiment à créer une tradition d'organiser ce genre de workshop qui réunissent les chercheurs, les experts pour aller au-delà de l'initiation à l'IA, mais plutôt essayer de carrément trouver des solutions de problématiques auxquelles on fait face. Il faut aussi, comment dirais-je, appeler à avoir une certaine conscience de cette opportunité qui nous est offerte, et surtout avec le retour d'expertise avec nos experts, nos chercheurs scientifiques de l'étranger. C'est une chance en or qu'il faut tirer profit, voilà. Et donc j'invite tous les étudiants, tous les chercheurs à essayer un petit peu de piocher dans ce domaine, voilà, et donc aussi faire partie de nos prochains événements sur l'IA, nos prochains workshops au niveau du CRAT, Inch'Allah. Professeur Bouguermoua. Bien, je vous remercie encore pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie sincèrement parce que, on n'a pas l'occasion de vous voir tout le temps, mais ça me fait vraiment plaisir de vous avoir eu ce matin sur c'est l'occasion pour moi aussi de remercier publiquement le directeur du CRA, professeur Benabès, et toute l'équipe qui a organisé, Dr Ferghani, pour l'invitation et l'organisation de ce workshop qui est vraiment... qui nous permet de discuter, qui nous permet aussi d'avoir confiance en nous, de voir les potentialités qu'il y a et d'avoir confiance dans nos compétences, en l'intérieur de l'Algérie, à l'extérieur de l'Algérie, et de voir qu'on peut faire et réaliser énormément de choses. Et je le dis vraiment sans démagogie aucune, c'est pas ma nature, j'en on suis sent que c'est convaincu. sincère, que ce que vous dites est basé sur un constat visuel, et puis ce que vous avez vu, c'est vrai qu'on a quand même le potentiel. Et puis voilà, ça me permet de vous dire, de vous souhaiter une excellente journée. Inch'Allah, on se retrouvera mardi prochain pour un autre bonjour d'Algérie. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin. Allez, au revoir.